La navette atterrit doucement sur le sol, l'acier dur écrasant les 12 brins d'herbe, alors qu'elle commençait à décharger ses troupes. 2000 Grakanti, semblables bois des singes avec 4 bras et des jambes lourdes, tous vêtus d'une armure traditionnelle. Ils sortirent rapidement de leur transport et se mirent au garde-à-vous dans leur rang pour leurs 14 officiers. C'était l'un des nombreux rites de soumission autorisés par le Grand Compact. L'humanité, une nouvelle espèce, une nouvelle race, de nouveaux visages dans l'univers, avait été écartée par le Compact comme une race barbare de province en raison de ses conflits internes. Ainsi, de nombreux empires et grandes nations invoquèrent le rite de soumission. Un rite où les locaux seraient trop défiés à un duel entre deux forces belligérantes. Le processus était simple. Une guerre aurait lieu avec 2 unités statiques s'engageant dans une guerre pour le territoire. Pas plus de 10 000 hommes par camp ne seraient autorisés à participer au conflit. Le perdant renoncerait définitivement à toute revendication sur le système, mais pourrait invoquer contre tout autre système pour tenter sa chance à tout moment. Même le monde natal pourrait être invoqué. Si le défenseur perdait la bataille, il abandonnerait immédiatement toutes les opérations et quitterait le système. S'il refusait, l'ensemble du compact l'attaquerait et l'anéantirait. C'était plus facile et plus simple que le génocide de masse ou la guerre totale, et cela coûtait moins de vies et de ressources. C'était un système qui fonctionnait, et pour le rendre équitable pour les primitifs locaux ou d'autres civilisations similaires, le rite se déroulerait sur leur propre terrain pour leur donner un avantage. Les Grakanti s'attendaient à une victoire facile alors qu'ils se massaient sur un petit archipel insulaire du monde humain, Tarint-Sik, un monde de jungle entouré de volcans et de broussailles denses. Cela serait facile, non seulement parce qu'une jungle était leur propre élément naturel, mais aussi en raison de l'avantage technologique qu'ils possédaient. Les pistolets à plasma et les canons laser seraient bien trop faciles pour vaincre les fusils à impulsion primitifs et les armes à projectiles des humains. Après que toutes les troupes étaient débarquées et attendu leurs ordres aboyés, elles se mirent au garde-à-vous, vérifiant leurs armes. Un éclat de lumière rouge vif dans le ciel, provenant d'une grande fusée éclairante, signala le début du rite et le général commença un discours. Tous présents bombèrent le torse avec fierté et levèrent la tête bien haut. Ce serait une victoire facile, pensait-il. Leur équipement sensoriel ne détectait aucun mouvement nulle part, ni ne voyait quoi que ce soit à proximité. Le général s'arrêta dans sa marche, laissa échapper un léger gémissement de douleur, puis s'effondra mort sur le sol. Un soldat rompit les rangs et tenta de lui porter secours, seulement pour découvrir un petit trou à l'arrière de la tête du général, du sang vert tachant maintenant ses mains. Il cria qu'ils étaient attaqués, juste au moment où son capitaine d'escouade laissa échapper un petit bruit spongieux, éclaboussant de sang le pauvre gars derrière lui, puis tomba au sol, mort. La panique saisit l'unité alors qu'il se précipitait pour se mettre à couvert et commençait à chercher des cibles sans en trouver aucune. Quelques instants passèrent dans un silence total, plus de morts, rien. Un officier passa la tête pour vérifier et mourut instantanément lorsqu'une balle pénétra dans son œil. Le groupe commença à tirer en panique sur les arbres de la montagne pour essayer de se couvrir. 6 autres hommes moururent de balles, chacune un tir parfait directement à la tête. Même si ces hommes portaient peu des casques qui déviaient facilement les tirs dans la plupart des cas, les balles les traversaient simplement. Le tir de panique continua un peu plus longtemps, et quelques officiers bravèrent la ligne de tir, appelant à cesser le feu. Quelques moments tendus suivirent, et plus aucune mort ne se produisit. Les officiers rallièrent de leurs troupes et les envoyèrent dans les arbres. Ils ne trouvèrent rien, pas de munitions, pas de traces, pas de pistes. La plupart des soldats coururent dans la jungle et ressentirent un silence étrange, sans même le chant des oiseaux dans l'air. Rien que le doux bourdonnement du vent et le doux bruissement des feuilles. Pour sécuriser leur retour, une escouade de 50 hommes gardait les transports.
Une retraite signifiait une défaite, mais une défaite pouvait être une leçon. Il y avait 50 transports, tous en l'air flottant doucement à quelques pieds au-dessus du sol, et une escouade de 200 pour les garder. Un bruit sourd retentit soudainement au loin, peu avant qu'un transport ne soit instantanément détruit, explosant dans une énorme boule de feu. Quelques hommes à proximité furent incinérés ou projetés par les explosions. Quelques secondes plus tard, un autre impact souffla le moteur d'un autre transport, le faisant tourner de manière incontrôlable, détruisant 2 autres transports en s'écrasant contre eux. La panique saisit les hommes au sol, alors que 2 autres transports furent touchés. L'un d'eux atterrissant sur un officier hurlant qui avait eu la malchance d'essayer de calmer ses troupes au mauvais endroit. Soudain, des explosions massives et des détonations aléatoires commencèrent à se produire dans la montagne. L'unité de 200 envoyée pour fouiller le flanc de la montagne paniqua, tirant sauvagement sur les arbres alors qu'ils explosaient soudainement, des jambes et des bras étant soudainement sectionnés. Maintenant attaqués sur 2 fronts, les transports étaient lions des proies faciles, et un obus toucha parfaitement le cockpit, tuant le pilote qui s'écrasa au sol, écrasant une escouade de 6 hommes. Au moment où un officier avait repris suffisamment ses esprits pour donner des ordres, l'unité de la montagne était morte ou mourante, et seulement 13 des 50 transports volaient encore. Un ordre de retraite fut donné, et les transports s'enfuirent. Alors qu'ils montaient dans le ciel, une traînée de fumée émergea soudainement des montagnes environnantes. Chaque transport fut touché par une frappe de missiles venus de nulle part. D'abord 5, puis 8, puis 10 missiles, chacun visant un transport, traversèrent par le ciel. Aucun transport ne survécut à l'attaque, et maintenant l'armée était bloquée, piégée à combattre un ennemi qu'il ne comprenait pas, et qu'il ne pouvait même pas voir. Les officiers supposèrent sagement que les montagnes avaient trotté des pièges ou d'autres moyens de dissuader les attaquants. La seule véritable route était les routes. C'était une mauvaise idée, comme les officiers le découvrirent plus tard. Cependant, intelligemment, ils ordonnèrent à leurs hommes de se disperser et de s'espacer pour se défendre contre les attaques explosives comme celles vues dans les montagnes. La force était maintenant bloquée et avait perdu un total de 300 des 2000 hommes. Ils avaient encore beaucoup de force et continuèrent. L'armée marcha, un groupe d'environ 400 traversa un long pont menant à la plus grande île de la chaîne d'archipels. Cette armée était sur le point de traverser un pont lorsqu'une explosion massive secoua l'avant et l'arrière simultanément. Le pont s'effondra soudainement à ses 2 extrémités, piégeant l'armée là où elle se tenait. Ils se ressaisirent rapidement et commencèrent à chercher toute trace de leur cible. Rien. Les 2 officiers présents se cachèrent prudemment, utilisant leurs soldats comme couverture. L'armée était maintenant piégée à 200 pieds dans les airs sur un pont au-dessus d'une rivière déchaînée. Tout homme qui tombait dans la rivière était condamné dans ces rapides impitoyables s'il n'était pas écrasé par le pont qui s'effondrait ou tué par l'explosion. 2 autres explosions secouèrent soudainement la colonne, à nouveau aux 2 extrémités du pont. Puis 2 autres explosions au même point, l'extrémité nord du pont s'effondrant. L'extrémité sud du pont s'effondra après une 3e explosion. Un officier était sur le point de donner un ordre lorsqu'un obus explosif atterrit directement sur sa tête, détonnant de telle sorte que tout soldat non pris par l'explosion fut éclaboussé de fragments de ses os et de son armure, ou éclaboussé d'une douche de son sang. 2 autres explosions, suivies d'un nouvel effondrement du pont, marquèrent la fin de l'armée du pont, alors que les 2 derniers segments du pont s'effondraient, condamnant tous à une tombe aquatique ou sanglante. Cet échec marqua le glas, avec seulement 4 de ses 14 officiers d'origine et seulement 1300 de ses 2000 hommes d'origine. Encore beaucoup de force. Une armée de 200 marcha vers le sud depuis le pont et se fraya un chemin à travers ce qui ressemblait à une zone industrielle ou une sorte de cour de stockage de bois. Ils aperçurent du mouvement dans le camp et chargèrent, tirant sauvagement à la fois
pour couvrir leur avance et comme moyen d'intimidation. Ils entrèrent et se rassemblèrent autour d'une étrange idole. C'était une étrange créature, semblable à un singe, ou du moins une approximation factice de l'une d'elles, assise sur une boîte tout en tenant deux étranges dispositifs métalliques circulaires. Cela semblait être un jouet pour enfants. L'armée scanna soigneusement la zone locale et ne trouva rien d'autre que cette étrange idole. Un soldat, apparemment par curiosité, ramassa le jouet et il commença à émettre un cri strident et à frapper ces objets métalliques ensemble, produisant un bruit de cloche. Le jouet avait une ficelle attachée et lorsqu'il fut ramassé, un bruit de sifflement puis de clic se fit entendre. En regardant la ficelle, le soldat réalisa que le singe était assis sur une boîte d'explosifs. Des charges de démolition placées à des endroits clés dans toute la cour explosèrent soudainement. Tout homme encore en vie commença à paniquer et à courir pour être rapidement abattu et tué par une balle venue de nulle part. 200 hommes moururent. 3 officiers restaient, une armée de 400 se dirigeant vers un avant-poste vu depuis le ciel. Une longue route vers celui-ci. Tous les quelques pas que l'armée faisait, 2 ou 3 hommes recevaient une balle et tombaient morts. L'armée s'arrêtait, levait ses fusils, quelqu'un ouvrait le feu à la vue d'un mouvement, puis après une rafale de tirs, s'arrêtait. Des embuscades soudaines depuis les arbres de tirs automatiques arrosaient la route, tuant quelques hommes, puis s'arrêtèrent soudainement. Les soldats restants montaient sur le flanc de la montagne ou dans la jungle et ne trouvaient rien. Quelques-uns des hommes, envoyés pour enquêter, ne revenaient sans pas à la formation. Un lent élagage des troupes alors qu'ils approchaient par de l'avant-poste les avait brisés et effrayés. L'officier en charge à peine capable de garder ses hommes ensemble était à découvert. Il s'en rendit compte trop tard alors que sa tête disparaissait soudainement dans une douche d'os et de sang. Avec l'officier mort, rien n'empêchait l'armée de tirer en panique avant que leurs forces ne soient vite frappées par une série d'explosions apparemment venues de d'en haut. Il n'y avait aucun avion à voir et aucun ennemi ne pouvait être trouvé. Alors que l'armée était décimée, un homme était tout ce qui restait. C'est ici que le premier guerrier humain fut vu. Il émergea de la jungle et s'approcha du Grakanti, tenant un fusil automatique. C'était un humain, portant une armure verte qui ressemblait à du tissu avec le seul métal de son armure, étant des plaques entrelacées autour de sa poitrine et le casque sur sa tête. Le Grakanti, toujours en panique, tenta d'ouvrir le feu, seulement pour réaliser que les charges de plasma de son fusil étaient épuisées par ses tirs sauvages. L'humain s'approcha, se mettant à portée de crachat, et visa son arme, vidant le chargeur de munitions dans le guerrier Grakanti. Puis, avec un sourire sadique, il disparut dans les arbres. Une armée à l'ouest, une force de 300, rencontra une fin soudaine et désordonnée en rencontrant un véhicule militaire humain. Un seul véhicule militaire les rencontra dans un champ ouvert. Une chose laide et carrée sur des chenilles primitives, avec un canon monté sur tourelle. Les officiers étaient déconcertés par cela. Son canon était étrange. Il avait 8 canons qui tournaient. En enregistrant une menace, le véhicule chargea vers eux et commença à tirer. L'armée était tombée dans un piège parfait, et le canon du véhicule commença à pulvériser des milliers et des milliers de balles dans les forces de l'armée, massacrant chaque homme présent. Les armes à plasma tirées sur lui seraient de trop lentes, et la vitesse du véhicule lui permettrait de les ignorer en se déplaçant. Le blindage était miroir ou poli, donc les tirs laser rebondiraient dessus sans danger. La bataille dura à peine 2 minutes, alors que la machine flanquait l'armée et frappait leurs flancs. Une armée d'environ 100 hommes avait rencontré un terrain trop difficile à traverser et était retournée à leur point d'entrée, seulement pour trouver un cimetière fumant de leurs camarades. Indignés par ce déshonneur, ils se dirigèrent vers l'ouest, vers le pont. Leur existence fut de courte durée. Quelques objets cylindriques étranges apparurent soudainement à leurs pieds et commencèrent à cracher de la fumée, obscurcissant leur vue. Une scène de terreur et d'horreur s'ensuivit, faisant paniquer les hommes et courir.
La vue d'un humain utilisant un appareil connu sous le nom de lance-flamme était une scène rappelant leur histoire ancienne d'un dieu de la haine et de la vengeance qui les avait tourmentés il y a des millénaires. La vue fit fuir beaucoup, seulement pour être immédiatement tués par une balle venue de nulle part. Ceux qui tenaient dans leur position ou ne parvenaient pas à fuir à temps furent engloutis par un enfer flamboyant qui brûlait leur peau et les faisait bouillir dans leur propre armure. Voyant que le monde à découvert était un moyen de mort, les 300 derniers hommes se frayèrent prudemment un chemin à travers le terrain et essayèrent d'éviter les routes et les zones ouvertes. 100 de ces hommes tombèrent victimes de balles aléatoires venues de nulle part, de pièges dans les arbres ou de fosses dans le terrain. Le dernier officier du groupe tomba dans un piège à fosse et les soldats, avec lui, paniquèrent et s'enfuirent dans les arbres en le voyant face vers le haut dans le piège, son corps transformé en un véritable coussin à épingles. Les 200 restants furent abattus par des tireurs d'élite ou tombèrent victimes de pièges et de mines. Quand ce fut fini, un groupe de 10 restait, 10 sur 2000. Ces 10 étaient maintenant recroquevillés de peur au milieu d'un champ. Un soldat, apparemment devenu fou, appela son ennemi à se montrer. Combattre comme de vrais guerriers. Leurs tirs paniqués avaient épuisé toutes leurs munitions et ils n'avaient plus que des lames pour se battre maintenant. Ils dominaient les humains cependant, donc cela ne signifiait rien. Ils gagneraient. Les soldats se tenaient en cercle et provoquaient leur ennemi à se montrer. Une soudaine giclée de sang éclaboussa un soldat, alors que 9 des 10 hommes tombèrent soudainement morts d'une balle. Le soldat restant hurla de rage et de terreur en essuyant frénétiquement son visage du sang de son frère. Il cria aux locaux de se montrer, défiant les humains de l'affronter au combat. Il entendit un bruissement, et soudain 2 douzaines d'humains apparurent, apparemment de nulle part. Chacun portait une sélection de buissons et de peintures faciales, se fondant parfaitement dans la broussaille. Chacun armé d'une arme de gros calibre. Avant que le soldat ne puisse faire quoi que ce soit, une balle lui fit sauter une rotule, lui sectionnant la jambe gauche. Il se tordit de douleur pendant quelques instants, avant qu'un humain ne s'approche de lui avec un pistolet de gros calibre et ne l'achève. L'armada Gracanti, présente dans le système, enregistra l'événement entier et fit demi-tour frénétiquement. Alors que les vaisseaux se déplaçaient, ils grelièrent d'air de terreur en réalisant que la marine humaine avait déployé un vaste réseau de mines ventouses directement sur leur chemin pendant qu'ils étaient distraits. Alors que chaque mine, une ogive nucléaire de kilotonnes, s'attachait magnétiquement à chaque coque une centaine de fois, un message fut envoyé sur une communication ouverte. Pitié pour les pauvres petits-enfants qui pensent que des armes sophistiquées et de grands vaisseaux les rendent forts. Assurez-vous de dire à la galaxie ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous les attendrons, et nous ne laisserons aucun témoin. Les mines ventouses explosèrent, anéantissant l'ensemble de l'armada. Les seuls vestiges de la flotte de vaisseaux spatiaux Gracanti se désintégrèrent en morceaux de rien d'autre que de la ferraille et des débris. Le seul survivant était une frégate à peine fonctionnelle qui n'avait pris qu'un seul coup de la détonation. L'humanité laissa s'échapper, pour une raison que la galaxie ne connaîtrait jamais. La galaxie vit l'enregistrement. Le compact interdit tout futur, rite contre l'humanité et interdit aux commerçants d'entrer dans leur espace. De nombreuses armadas et flottes de vaisseaux spatiaux s'efforcèrent de tenter de se venger et de riposter. Ces flottes ne furent jamais entendues à nouveau.